Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Politicus, le podcast qui interroge la politique fribourgeoise. Je suis Leonardo Gomez-Mariaca, président des Jeunes Verts libéraux fribourgeois, pas un journaliste donc, et pas neutre non plus. À travers ce podcast, je vais interviewer un certain nombre de politiciens, de politiciennes, de membres d'associations et de personnalités qui forment ensemble la ligne politique du canton. Nous sommes le 30 mars 2022 et pour ce premier épisode, nous aurons le plaisir d'entendre la députée du canton de Fribourg au Conseil d'État, Isabelle Chassot. Isabelle Chassot est avocate de formation. Elle est élue en 1991 au Grand Conseil fribourgeois, arborant les couleurs du centre, à l'époque le Parti démocrate chrétien. Elle est ensuite élue en 2001 au Conseil d'État fribourgeois, avant de se faire élire pour un second mandat aux élections cantonales de 2011. Poste qu'elle quittera dès 2013 après avoir été nommée directrice de l'Office fédéral de la culture. Elle va y rester 8 ans jusqu'en 2021, année où elle se présentera comme candidate au Conseil des États pour remplacer le socialiste Christian Levrat. Elle affronte donc lors de cette élection l'ancien préfet de la Sarine, le socialiste Karl-Alex Ridoré, qu'elle va battre avec un score impressionnant. C'est bien simple, elle arrive première dans toutes les communes du canton. Dans cette première partie, nous allons donc discuter d'abstentionnisme, de méfiance du politique, du droit de vote à 16 ans et du changement d'identité du centre. Dans une seconde partie, nous allons ensuite aborder le sujet très difficile de la guerre en Ukraine, ainsi que de la place de la Suisse dans l'Europe. Nous allons aussi parler de l'abandon du projet d'accord cadre par le gouvernement, de la loi sur le cinéma, et nous discuterons de la transition énergétique. Merci à toutes et à tous, vous écoutez Politicus. Isabelle Chassot, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci pour cette initiative que je trouve formidable. Merci beaucoup. Du coup, on va aborder plusieurs thèmes, vous et moi. On va en aborder 3 principaux. On va aborder la politique suisse de manière générale, le fonctionnement du monde politique. On va partir ensuite sur votre parti politique, du coup le centre, et un petit peu son fonctionnement, votre parcours. Et on va finir par quelques petits sujets d'actualité qu'on va pouvoir discuter et débattre un petit peu. Je vais me faire aussi l'avocat du diable pour certains sujets, parce que c'est toujours un sport qui est assez intéressant et assez chouette, et je pense que vous l'appréciez aussi. Absolument, et je crois que c'est dans le dialogue, l'échange et la discussion que naissent les meilleures idées et les meilleures solutions aussi. Alors super. Du coup, j'avais cette question, je vous ai envoyé une liste de questions à l'avance, mais je vais essayer aussi de rebondir un petit peu dessus. Ma question principale, c'était concernant la politique suisse, c'est comment est-ce que vous la voyez aujourd'hui, en 2022, après tout ce qui s'est passé dans le contexte actuel. Il y a une défiance de plus en plus grande, et ça se voit notamment avec le taux de participation de plus en plus bas des gens aux votations, aux élections. On a de temps en temps des petites remontées, par exemple pour le mariage pour tous, par exemple pour certaines initiatives qui marquent un peu plus. Mais sinon, il y a souvent soit un taux d'abstention, qu'on peut l'expliquer et que beaucoup l'expliquent soit par une méfiance du politique et du monde politique, et plutôt pour la jeunesse en tout cas un regain pour l'intérêt, on va dire pour le monde associatif, mais vraiment très éloigné de la structure politique. Comment est-ce que vous l'analysez? Comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas du tout? Si l'on commence d'abord sur la question des taux de participation, parce que je pense que c'est ce qui donne aussi l'état de santé d'une démocratie semi-directe comme la Suisse. On est l'un des rares pays au monde qui, 4 fois par année, va voter sur des objets parfois extrêmement complexes. J'y reviendrai tout à l'heure, et qui élit régulièrement. On a d'abord, c'est ma première peut-être différence par rapport à votre analyse, des taux différents pour les votations et pour les élections. Et pour les objets de votation, on a des taux aussi différents suivant les objets. Alors après, il faut essayer de chercher les explications. Il y a de nombreuses analyses des politologues qui le font et qui montrent peut-être d'abord 3 éléments dans l'explication. Il y a d'abord, et ce n'est pas pour moi une défiance, mais peut-être un désintérêt pour la chose publique. Et je ne dis pas que ça n'est pas moins grave, parce que dans une démocratie directe, si les citoyens ne s'expriment plus, la question de la légitimité vient immédiatement. Il y a peut-être lié à une forme un tout petit peu de distance par rapport aux faits politiques. On a peut-être l'impression que ça ne nous concerne pas directement, ce qui est à mon avis évidemment complètement faux. On est concerné à plus d'un titre comme citoyen. Ça peut être expliqué par une forme de confiance aussi. On peut aussi le dire, un certain nombre ne votent pas parce que peut-être qu'on n'a pas atteint un stade d'insatisfaction à l'égard du système pour avoir envie de s'exprimer. Et puis, il y a quand même un élément aussi lié à la complexité des objets qui nous sont présentés. Et pour les élections, au nombre de listes,
aux différenciations, aux distinctions qu'il faut faire entre les lignes des partis. Et c'est le dernier objet qui m'intéresse beaucoup parce que je m'adresse quand même à un jeune vert libéral. Donc, je dis pour moi ce qui est important, c'est la question aussi de l'éducation à la citoyenneté et je pense que ça va de pair avec une amélioration, un renforcement aussi de cette éducation à la citoyenneté qui passe à la fois par la transmission de connaissances mais aussi de compétences. Apprendre à décrypter une discussion politique, apprendre à chercher l'information aussi dans le domaine politique, apprendre à débattre aussi de ces objets politiques. Ce sont là des éléments qui me paraissent indispensables, me paraissent aussi importants pour l'avenir. Est-ce que je peux venir, on va venir sur la droit de vote à 16 ans peut-être, parce que c'est un objet. On va alors, très bien, dessus. je vous laisse conduire l'interview. Je vous laisse aussi, je voulais vous attaquer sur un tout petit point avant ça. Vous dites pour vous, c'est plus un désintérêt finalement qu'une méfiance, etc. Vous refutez du coup vous sentez pas dans l'air, vous, une haine du politique, une haine de la personnalité politique, de la personne au pouvoir. Vous voyez quel discours je veux dire ? Oui, absolument. L'expression tous pourris finalement. Disons, l'expression haine me paraît un peu forte. On a vu cette défiance. On a vu ce discours aussi qui prenait des relents de haine par certains faits au moment du Covid, où une marge, je dis comme ça, parce que c'est quand même une marge de la population, a révélé, disons, son scepticisme, sa défiance à l'égard du politique. Mais je suis toujours d'avis qu'il faut faire la distinction entre la minorité et la majorité. Ça ne veut pas dire que cette minorité n'est pas importante, qu'il ne faut pas aussi la prendre en compte. Mais il ne faut pas que ce discours soit considéré comme étant le discours de la majorité, non plus également. C'est cet appel-là que je fais aussi toujours quand l'on discute cet élément. Vous savez, pour chaque objet que l'on vote, et j'en ai fait plusieurs fois l'expérience comme conseillère d'État, aucune opposition, l'ensemble du Grand Conseil d'accord, aucun parti annoncé, aucun groupement annoncé, il y a toujours un 20% de non. Moi, j'ai appelé ça les 20% incompressibles, qui peut-être font preuve, je dis comme ça, d'une saine, parfois aussi, une méfiance à l'égard du politique. Juste non. Juste non, parce que ça ne peut pas être qu'on ait 100% de vote, ou voilà, 80% étant considéré comme extrêmement élevé également. Mais l'expression « tous pourris », c'est ça qu'il faut combattre et c'est ça qu'il faut quand même expliquer l'état de santé de la démocratie suisse et l'état de santé du système politique suisse. Vous savez, quand on se regarde, on se fait peur, puis quand on se compare, on se rassure. Moi, je commence toujours par les comparaisons un tout petit peu aussi. Et si l'on voit les analyses internationales qui sont faites sur le système de corruption des systèmes politiques, la Suisse s'en sort toujours extrêmement bien, tout de suite après des États scandinaves. Et je crois que maintenant, en ayant encore renforcé les éléments liés à la transparence, on va encore probablement aussi améliorer le système. Mais c'est normal que ce soit comme ça, parce que nous avons une démocratie de proximité, avec un système dans lequel on prend des décisions comme citoyen d'une commune, d'une région, d'un canton, de la confédération, ce qui oblige, disons, à cette proximité. Les élus ne sont pas des gens qui sont quelque part au loin, qu'on ne voit jamais. Ils vivent au milieu des gens, ils vont faire leur marché le samedi, ils vont faire leurs courses également, et on les rencontre sans arrêt. Je dis parce que parfois quand je vais faire mes courses, je suis toujours surprise, c'est des gens qui me disent « mais vous faites vos courses ?» Je dis « oui, comme tout le monde, hein, je mange aussi. » Et cet élément-là me paraît totalement important et précieux. Nous sommes probablement le seul pays dans lequel les conseillers fédéraux peuvent se déplacer à pied, en tram, transport public. Et aller à l'ancienne gare. Et aller à l'ancienne gare, au concert ou ailleurs. C'est vrai, vous avez raison, vous l'avez mentionné avant, durant le Covid, ça n'a plus été possible. Mais cet élément-là doit être un signal d'alarme pour nous, qu'il faut être attentif à ces questions, mais ce n'est pas eux qui doivent guider les mesures que nous allons prendre. Ce n'est pas parce qu'ils sont là que nous devons changer cette proximité que nous voulons. Pour revenir sur le droit de vote à 16 ans et pour revenir aussi sur ce que vous avez dit par rapport à la question finalement de la complexité de certains objets, c'est une interrogation assez réelle. Finalement, je crois que c'est un biologiste en Angleterre, qui avait sorti pendant la votation sur du coup, le Brexit, qui avait sorti la phrase « Mais pourquoi est-ce qu'on me demande mon avis à moi ? Je ne suis pas économiste, je ne suis pas spécialisé en relations internationales, et c'est un sujet trop complexe, selon moi, donc je reprends ces mots, pour que finalement on me pose la question à moi en tant que citoyen. » Et c'est vrai que j'ai
pas mal entendu ce discours de ci, de là, concernant des sujets qui sont parfois assez complexes. Là, on a eu l'imposition sur le timbre il n'y a pas très très longtemps. On a eu, il y a quelques années, sur la Banque nationale suisse. On a eu des objets souvent sur la finance, mais aussi parfois sur des accords. L'accord cadre avec je ne sais plus si c'est cadre, mais l'accord avec l'Indonésie, par exemple, moi, je ne suis pas géopoliticien, je ne suis pas économiste. Finalement, pourquoi moi, personne dans ma vie de tous les jours étudiant, je suis censé connaître ou censé pouvoir m'exprimer sur des sujets aussi complexes au nom de la démocratie, en se posant la question quand même du est-ce que ma voix a un intérêt sur ce moment-là? Est-ce que vous entendez ce discours parfois? Oui, j'entends ce discours, j'entends ces remarques. Je l'ai beaucoup entendu au moment d'une votation que vous n'avez pas encore mentionnée, qui pour moi était probablement une des plus complexes auxquelles il a fallu faire face, qui a été celle du génie génétique. Il y a, je pense, 7-8 ans, ou peut-être même plus, le temps passe tellement vite. Je n'étais pas encore politique. Non, justement, mais sur lequel il a fallu se prononcer sur des questions qui relèvent, disons, d'aspects scientifiques extrêmement importants. Mais est-ce que ça n'est pas cela, l'état de santé d'une démocratie? Ça veut dire que le peuple doit être aussi en mesure d'examiner, et pas l'ensemble des enjeux, mais aussi les arguments qui font que le représentant politique, qui eux non plus ne sont pas des spécialistes, doivent se prononcer et déterminer, moi je vais employer un grand mot, le bien commun. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte lorsque l'on prend une décision, même dans des domaines extrêmement complexes, qui relèvent du domaine technique, financier, scientifique, qui impactent la vie des gens également. Je crois que c'est très sain que la population soit à même, le cas échéant, de se prononcer sur des objets sur lesquels les représentants se sont également prononcés. Il faut faire attention parce qu'autrement, nous risquons d'avoir une forme un tout petit peu de démocratie, d'expertocratie, où des experts décideraient ce qui est le bien de la population. Or ça n'est évidemment pas l'idée de la liberté éclairée, de l'expression de la citoyenneté que nous défendons depuis plus de 2 siècles maintenant. Vous parliez avant du droit de vote à 16 ans, je pense qu'on peut faire un petit détour par là. C'est vrai qu'on se pose la question, finalement, on a des gens qui votent de moins en moins, on peut le démontrer. On a une tranche d'âge de la population qui vote pas mal, c'est plutôt les personnes d'un poil plus âgées, et les jeunes ont tendance à ne pas voter, mais en tout cas on a cette impression au vu des manifestations sur le climat, au vu des manifestations pour le droit des femmes, sur les grèves féministes, etc. On n'a pas l'impression que c'est des personnes moins politisées, on a l'impression que c'est des personnes à la limite non partisanes à un parti politique. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Absolument. Je ne me cache pas que sur le droit de vote à 16 ans, je n'ai pas encore une position définitive. Okay. Je vais expliquer les éléments qui, pour moi, entrent dans le débat et qui me font encore hésiter. D'abord, je commence par dire que j'ai été plutôt opposée au droit de vote à 16 ans lorsque je faisais de la politique cantonale, parce que j'estimais que le droit de vote ne peut pas être séparé du droit d'éligibilité. Donc, ou bien ils vont de pair, ce que ne propose pas aujourd'hui l'initiative fédérale, ce qui me gêne beaucoup, et que d'autre part, la majorité civique devrait aller avec la majorité civile aussi. Lorsqu'on est passé de 20 à 18 ans, ça dit 90, on a descendu 2-3 ans après la majorité civile, ce qui me paraît bien parce qu'on est, si vous voulez, à la fois, c'est l'expression d'une responsabilité que l'on assume pour la collectivité, pour la société, en exprimant son avis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me demande, et surtout si l'on voit que la différence d'abord entre 18 et 16 ne me paraît pas extrêmement importante, et surtout si l'on voit que les taux de participation des jeunes sont extrêmement faibles. Et je me demande si on ne se trompe pas, disons, d'effet en espérant le droit de vote à 16 ans. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, une fois de plus, vraiment promouvoir, encourager l'éducation à la citoyenneté, promouvoir l'engagement citoyen, et surtout, puisque c'est une question qui se pose maintenant au niveau de la Confédération, le promouvoir d'abord au niveau des communes et des cantons. Notre pays a cela de formidable, qui est en sorte un peu une sorte de laboratoire qui permet aussi un apprentissage de proximité et en direct de la démocratie. Moi, je suis très fière, par exemple, que notre canton ait introduit le droit de vote et d'éligibilité des étrangers au niveau communal. J'étais pour le droit de vote d'éligibilité également au niveau cantonal, je le dis aussi clairement. Et je trouve que c'est dans cet ordre que les choses devraient aller et pas du haut vers le bas.
Mais je le dis aussi en toute simplicité, parce que voilà, je suis prête à débattre avec des jeunes sur la question du droit de vote à 16 ans, parce que ça m'intéresse beaucoup. Dans le fond, c'est pour eux que l'on s'engage. Mais leur donner un droit de vote, parce que je l'ai entendu dans un débat, en disant « oui, mais ça leur permettra de faire des expériences », je pense que le droit de vote ne doit pas être considéré comme une expérience. C'est un devoir et un droit. Ils vont vous retorquer, c'est aussi symbolique de la part du monde politique, enfin, ce serait un symbole lancé aux jeunes de la part du monde politique en leur disant, voilà, surtout maintenant où l'argument que j'entends le plus, c'est il faut penser à la jeunesse, tout le temps, peu importe le sujet, il faut penser à la jeunesse pour le climat, il faut penser à la jeunesse pour les questions sociétales, etc. Ce serait un symbole pour pas mal de jeunes de la part du monde politique, parce que je suis assez d'accord avec vous sur les faits, je pense pas que ça va changer énormément nos statistiques. Si on vote pas à 18 ans, je vois pas pourquoi tout à coup il y aurait une masse de gens à 16 ans qui votent, mais ça pourrait envoyer ce message du nous vous entendons, nous vous respectons, nous ne sommes pas aussi finalement une casse, comme pas mal de gens ont cette impression, décalée finalement de vous et de vos préoccupations. Car c'est souvent le discours qui ressort, en tout cas, encore une fois, à l'université, je fais partie du tertiaire, il faut bien le noter. Ça change pas mal, j'imagine, en tout cas, dépendamment de où on se place. Mais j'entends pas mal cette idée c'est une question aussi symbolique. Et je trouve que Neuchâtel avait fait une proposition cantonale que je trouvais chouette, et il proposait, on donne le droit de vote à 16 ans si vous venez le chercher, c'est-à-dire vous devez aller au contrôle des citoyens et demander votre droit de vote. Je trouvais ça démocratiquement rigolo, parce que j'avais jamais entendu un droit qui pouvait se demander. Je trouvais ça aussi un peu problématique pour les gens qui ne comprennent pas forcément déjà très bien comment la citoyenneté fonctionne. Ça veut dire que si moi je suis informé, j'ai un droit supplémentaire vraiment factuellement que celui qui n'est pas aussi informé. Mais au moins, ça met en avant ce côté, si vous voulez essayer, venez voter. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, 2 éléments peut-être de réponse. D'abord, j'ai un problème fondamental quand on dit la politique doit donner des signaux. La politique, elle prend des décisions qui impactent la vie des gens. Et il faut être sûr que les décisions qu'elles prennent, évidemment, elles auront un effet de signal, mais elles ne peuvent pas que prendre des signaux. Donc, il faut aussi prendre en compte ces éléments de conséquence. Le deuxième élément, il faut toujours se demander si ce que nous faisons ne peut pas être aussi atteint par d'autres moyens qui revitalisent aussi la démocratie. Je suis persuadée, puisque j'étais dans ce cas, j'ai commencé à entrer dans un parti de jeunes, je n'avais pas encore le droit de vote, et j'ai cru que c'était une formidable école de démocratie, de dialogue, d'apprentissage aussi, du fait que chaque voix compte en politique également. On a parlé d'école, mais je crois qu'il faut aussi parler de ça, puis il faut aussi parler des familles qui ont aussi un rôle à jouer dans l'éveil à l'ensemble politique. Ce que j'aimerais contester, c'est le fait de dire que ce ne serait que s'ils ont le droit de vote que l'on prendrait en compte leurs souhaits, leur engagement, leurs besoins pour l'avenir. Le rôle du politique, c'est de prendre en compte d'abord évidemment l'ensemble de la population, mais nous sommes parfaitement conscients, je crois aussi, des besoins des jeunes. Ou alors ça voudrait dire qu'entre 0 et 16 ans, on ne les prendrait pas non plus en compte dans l'avenir, dans le débat public, dans les besoins de cette tranche de la population. Mais je vous dis, je vois aussi, et disons, je trouve l'idée, vous m'apprenez parce que je n'avais pas bien suivi le débat, mais je trouve cette idée assez séduisante, le fait de dire, le cas échéant, venez le chercher. Venez le chercher, parce que aussi c'est un droit, mais c'est un devoir. Et aujourd'hui dans notre société, nous avons un peu tendance à mettre beaucoup sur le poids des droits et un peu sur le devoir, de tenir compte du fait des devoirs. Je propose qu'on change un peu de sujet, mais pour avancer aussi un petit peu. On va parler un petit peu de ce contexte d'ultra-libéralisation dans lequel nous vivons. D'ultra-capitalistes diront certains. On parle souvent des GAFA, on entend les métavers, ça n'a pas marché, ça a marché. Bref, c'est tout un débat assez complexe. Ce qui est sûr, c'est que nous avons des institutions privées qui sont extrêmement puissantes financièrement, extrêmement puissantes dans notre vie courante. Tout le monde a un téléphone, tout le monde utilise Google, tout le monde utilise Facebook. Par contre, tout le monde ne vient pas de la Suisse ou tout le monde ne vient pas de Liechtenstein. Et finalement, quelle place pour l'État, le public, face à ça? Moi, je suis pas socialiste, vous non plus, je suis un libéral, mais je suis quand même dans un parti centriste. Et c'est vrai que je me pose la question finalement, et c'est une question qui devient de plus en plus légitime quand on entend certains discours, notamment de Zuckerberg, qui dit finalement, la loi, c'est plus ou moins moi, gentiment. Pourquoi est-ce qu'on fait des projets de loi et est-ce qu'on n'est pas toujours
un cas finalement en retard? Et est-ce qu'on n'est pas plutôt devenu une force de réaction plutôt qu'une force d'action? Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on prend une phrase de Nietzsche assez connue, Dieu est mort, pourquoi? Parce que la religion n'est plus une force créatrice, c'est une force réactrice par rapport à la société. Est-ce que maintenant l'État n'est pas mort dans le sens qu'il réagit seulement et n'est plus on va dire n'a plus une direction politique qui peut imposer au monde? C'est du privé qui s'active très rapidement, qui impose sa vision au monde, et nous qui essayons de se dire alors ça c'est une bonne idée, ça c'est une mauvaise idée, et on se débrouille un peu avec ce qu'on a. Je vais revenir encore un tout petit peu plus en arrière dans cette discussion. Il faut se rappeler que l'État fédéral moderne est né de la réaction à un État censitaire qui savait mieux que la population et l'économie comment développer le monde. Il faut toujours se rappeler que la première tâche d'un État, c'est de protéger la liberté des citoyens, des hommes et des femmes qui habitent ce pays, mais aussi de protéger la liberté économique, parce que c'est cette liberté économique qui est créatrice aussi d'innovation, qui est créatrice aussi d'emploi, qui est aussi à la base de notre système aussi libéral économique. Donc de ce point de vue-là, à mon sens, l'État aura toujours un temps de retard sur l'innovation de ce point de vue-là. Et en soi, ça n'est pas un mal. Mais l'État, lui, doit assurer un certain nombre de règles dans ce cadre libéral économique. Donc justement, la protection des citoyens, la protection de leur dignité, leur sécurité également. Il faut toujours revenir à ces fondamentaux. Cela étant, disons, l'économie s'est internationalisée, mais ça c'est pas une nouveauté non plus, mais elle connaissait encore la primeur des règles nationales. Aujourd'hui, de plus en plus aussi, les règles deviennent internationales, et ça, il faut l'expliquer aussi, je trouve, aux citoyens, et que ces règles internationales sont souvent la meilleure protection contre les excès d'un certain nombre d'entreprises qui, elles, sont devenues mondiales. Même pas internationales, elles sont devenues mondiales. Et quand on parle aujourd'hui, effectivement, des GAFAM, pour prendre ces grandes entreprises, elles échappent aux règles nationales. Elles échappent en partie aux règles internationales. Reste à savoir encore combien de temps, parce que je crois que maintenant chacun a compris qu'il fallait aussi pouvoir les inscrire dans un système de protection des libertés des individus également. C'est aussi, ça n'est pas surprenant, c'est un dossier sur lequel nous allons nous pencher au Parlement dans le courant de cette année encore, la question de l'imposition des grandes sociétés internationales qui en fait sont quelque part, ont un siège, mais qui développent une activité dans le monde entier, mais cette activité ne profite qu'à quelques-uns, alors que leur influence est extrêmement importante ailleurs. Puis ça n'est pas étonnant non plus que sur toute la question aujourd'hui, en particulier des nouveaux médias, il y ait une inquiétude, et là on revient à la question de la démocratie, notamment sur la question de l'influence que l'on peut avoir sur le débat démocratique, et c'est là où nous devons être extrêmement attentifs et mettre les moyens que nous avons probablement méconnus dans les 10 dernières années. C'est vrai qu'on va revenir 2 petites secondes là-dessus parce qu'on a récemment eu tout un débat autour des médias du fait de la dernière votation. C'est vrai qu'on a eu des articles en France qui disent notamment que M. Bolloré a utilisé son influence, donc un privé, son influence pour mettre en avant un candidat qui servait pas mal ses intérêts, c'est-à-dire Éric Zemmour dans le cas précis. La question des médias, elle est assez intéressante et moi, elle m'intéresse, du coup, je vais quand même m'arrêter une petite seconde dessus. Comment, finalement, est-ce qu'on peut avoir un service public de qualité tout en pensant tout de même que dans un contexte dans lequel, finalement, sur YouTube ou sur Internet, j'ai accès à toutes les informations du monde, à quoi me sert c'est très grossièrement dit, mais à quoi me sert un journaliste aujourd'hui alors que je peux trouver la même information sur Wikipédia, etc. Et aussi, finalement, est-ce que sur YouTube, je peux trouver des résumés de l'actualité? Ça se fait beaucoup en ce moment. Et si je regarde aujourd'hui la télévision publique traditionnelle, à part la RTS qui est quand même un gros poids, mais les émissions plus classiques, on peut vite dire qu'elles ont un temps de retard ou elles sont pas aussi rapides qu'une émission qui peut arriver tout le temps sur le flux du privé. Et pareil pour tout ce que je peux trouver sur Internet. Et même raisonnement du coup avec les médias de la presse écrite. Si maintenant le privé commence à mettre énormément d'argent dans la presse, oui,
ce sera plus aussi objectif, mais j'aurai tout le temps des informations, plus divertissantes souvent, et construites de manière plus intéressante pour les jeunes ou pour une certaine tranche de la population. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'inquiète encore des médias publics, et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin encore aujourd'hui d'une presse publique, de la RTS? C'est le terme de presse publique. Nous avons besoin d'un service public parce que nous avons besoin, parce que le service public est offert d'une part dans le domaine audiovisuel dans notre pays par la SSR, mais moi je considère aussi nos médias écrits comme un service public. D'abord parce qu'ils sont régulés, c'est la première chose qui me paraît importante de dire. Donc ils sont tenus par un certain nombre de règles qui tiennent, vous l'avez mentionné aussi, vous aussi, à l'objectivité, à une forme de donner la parole dans une démocratie, c'est important, à ceux qui ont des avis différents, à trier l'information, à enquêter aussi sur la véracité de l'information, ce que ne font pas du tout les médias sociaux, ce que ne fait pas du tout non plus lorsque vous cherchez une information, disons, je rappelle qu'on tapote et puis que l'information qui vous est donnée relève, disons, d'un certain nombre de choix qui sont faits en fonction même d'un financement qui peut être donné si on veut faire apparaître l'information très haut sur Internet, Google ou d'autres également. On peut demander le petit lien de recherche. Oui, mais aussi ceux qui mettent l'information en ligne peuvent aussi influencer le fait de la recherche qui sera effectuée également. Le fait qu'elle soit régulée, le fait que les règles aussi déontologiques propres soient aussi données, avec une autorégulation, avec la possibilité de vous adresser par exemple au Conseil suisse de la presse, et cela vaut pour l'ensemble des médias, pour la SSR, puisqu'elle a en plus une concession fédérale, vous avez même une autorité indépendante également pour juger, elle se fait de temps en temps aussi accrocher à ce niveau-là, fait qu'à mon avis, elle est le pendant d'une démocratie directe dans laquelle nous devons débattre au quotidien de thèmes également importants. Et de ce point de vue-là, elles sont indispensables. Je pense que le système, disons, de la recherche de l'information, c'est l'approfondissement, et il est fait, il peut être fait extrêmement sérieusement, mais il peut aussi être parfaitement tronqué, et on peut manipuler les foules et les masses. Je propose qu'on avance aussi, parce que si on aura un petit côté. On va partir rapidement de votre parti politique. Alors, je sais que maintenant, vous êtes plutôt concerné directement par les... par les objets de loi, vous êtes vraiment au Parlement, etc. Et je ne sais pas, et c'est peut-être une question que je vais commencer par là, quel est encore votre lien finalement avec votre parti politique? Et une question qui m'intéresse, parce qu'on va la voir après, moi maintenant, je ne suis pas d'accord en tant que Vert libéral avec une proposition de mon parti, notamment des jeunes, encore plus, donc je me suis fait taper dessus, c'est sur la Lex Netflix, on va être d'accord là-dessus, mais je vais quand même faire l'avocat du diable après. Est-ce que ça vous arrive de ne pas être d'accord avec les positions que prenne votre parti, et comment vous réagissez? Est-ce que vous faites campagne en disant « je suis un représentant du peuple, j'ai mon avis, des gens ont voté pour moi, du coup, malgré le fait que je ne sois pas d'accord avec ce parti qui finalement, avec lequel normalement je suis en accord et qui me soutiennent, je vais faire campagne », ou est-ce que vous dites « je me mets un petit peu de côté ». Quelle est votre indépendance en tant que personnalité politique? Et je pense que c'est une question assez importante aujourd'hui. Est-ce que vous êtes une représentante des gens qui vont voter pour vous et du coup de vos idées et de vous-même, ou est-ce que vous êtes une représentante des idées de votre parti politique? Je peux me dire, je pense que c'est un mélange des deux. Ça me paraît important de dire, parce que si nous sommes si nous sommes dans un parti politique, c'est parce que nous partageons un certain nombre de valeurs communes que nous entendons aussi défendre, que nous entendons aussi mettre en avant dans le débat politique. J'ai la chance, je le dis aussi, d'être dans un parti du centre dans lequel les valeurs qui nous rassemblent permettent, moi je l'apprécie, un échange, permettent aussi de ne pas être d'accord et aussi permettent d'exprimer des avis différents. Certains le voient comme une faiblesse, moi je le vois comme une force dans une démocratie, une fois de plus. Et dans ce parti-là, il s'agit notamment, parce qu'on est tous marqués aussi par notre histoire personnelle, mais aussi notre tradition, les besoins de nos cantons. Lorsque je représente le canton de Fribourg, les enjeux que je défends sont différents de celles que défend mon collègue, je dis par exemple Appenzell, pour prendre un exemple, ou bien la Suisse centrale, ou la Suisse orientale, voire Bâle. Et nous le ressentons fortement, parce que la société s'est développée aussi de manière un peu différente. Puis après, il y a les propres thèmes qui vous tiennent particulièrement aussi à cœur. Oui, je peux voter sans problème, autrement que la majorité de mon parti, sans que cela me soit reproché.
La question, c'est l'expression de cette différence dans le débat. Je suis membre du Conseil des États. Là aussi, il y a peut-être encore une différence, c'est parce que chacun d'entre nous, la plupart, pas tous, ont été élus au système majoritaire, donc la légitimité que nous avons est peut-être plus importante que si on est élu sur une liste à un système proportionnel, et puis le débat se déroule de manière complètement différente. Au Conseil des États, vous pouvez prendre la parole sur chacun des objets et faire valoir une différence. Pour autant, je dis en souriant, que vous ayez quelque chose à ajouter qui n'est pas encore déjà été dit. Ça, c'est l'intérêt de ce débat et de cette chambre en particulier. Donc, oui, j'ai déjà voté autrement que la majorité de mon parti. J'ai même parfois été seule dans un vote, je l'ai déjà vu aussi, mais je n'ai pas, disons, justifié si je pense que c'est la position juste. La question, c'est de savoir est-ce que je vais l'exprimer ensuite. Alors, moi, j'ai 2 règles qui m'aident dans ce domaine-là. La première est celle de dire d'abord, est-ce que c'est un objet qui touche à ce que j'appelle des fondamentaux, sur lesquels vraiment on ne peut pas se taire. Et pour moi, c'est lorsque ça touche à la question de la dignité humaine, lorsque ça touche à des questions qui concernent aussi, il y a des objets qui sont plus importants que d'autres de ce point de vue-là. Si l'on venait à discuter, qu'est-ce que je pourrais dire ? Oui, là je l'ai fait, c'était les questions qui touchaient à la vie, les questions qui touchaient aussi à la jeunesse. Là, je l'ai fait déjà, j'ai demandé, mais j'ai toujours dit que j'allais m'exprimer en public. Je crois que cette transparence à l'égard du parti est nécessaire. La seule chose que je ne fais pas, je ne vais pas débattre contre un collègue du même parti. Parce que je trouve que là aussi, surtout s'il lui est dans la majorité et moi dans la minorité, c'est un respect que je dois avoir pour mon parti. Mais en revanche, mon nom pourrait figurer sur une liste de personnes qui ne sont pas du même avis. D'accord. Cette expression-là, je crois qu'on peut et on doit l'avoir également. Après, et je veux aussi le dire de manière très transparente, il y a des sujets et des thèmes que notre parti a considérés comme étant prioritaires pour le parti. On a une liste comme ça. Et sur ces thèmes-là, dans la mesure où on n'est pas dans un des thèmes que je viens de vous mentionner comme étant fondamentaux pour moi, là, je voterai probablement contre, mais j'aurai plus de recul encore dans l'expression publique de ma position. Ça, je comprends très bien. Je propose qu'on parle un tout petit poil de votre parti, après on va passer au thème parce que l'heure tourne. Si je vous dis la phrase « Le centre est un parti centriste à tendance conservatrice », c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est vraiment pas mon invention. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation et comment la comprenez-vous ? Alors ça, c'est moi qui lis ma feuille. Le but ici, c'est de vous demander finalement quelle est votre identité de votre parti simplement, ou comment vous l'interprétez simplement parce qu'il y a eu du nouveau. En tout cas, il y a cette volonté de montrer maintenant un changement. Comment est-ce que vous vivez ça, vous qui avez connu le parti finalement il y a quand même très longtemps et vous êtes une des pionnières, en tout cas encore actuelles, à être active en politique. Comment est-ce que vous vivez ces changements-là ? Et est-ce que vous embrassez ça ou est-ce que vous avez des fois un recul en disant « Oui, mais on s'égare finalement parce qu'on essaie de s'adapter ». C'est quelque chose que j'ai entendu d'un centriste, je ne dirais pas son nom, mais qui dit « Finalement, on s'adapte juste à la mode et finalement, on avait des valeurs, on les met de côté simplement parce qu'on voit que ça fait un peu gentiment… » Encore une fois, ces mots, ça fait démodé de dire chrétien aujourd'hui que dans un monde de plus en plus laïque qui met ça de plus en plus en avant. Et du coup, on change sans forcément à ce que ce soit justifié idéologiquement, mais juste parce que la mode veut et parce qu'on a peur de perdre en puissance. Comment est-ce que vous l'interprétez ? Ce qui est important, c'est comment on comprend le mot centriste. D'abord, c'est un parti, je crois, qui se définit par ses valeurs, et il est défini par 3, liberté, responsabilité, solidarité. Et c'est l'équilibre entre ces 3 valeurs qui, à mon sens, sont le fondement de son action. Ça donne quand même aussi, ça rappelle aussi d'abord la responsabilité des individus, qui est individuelle, mais qui est aussi collective. On a une responsabilité pour les autres. Et ça, c'est le devoir aussi de solidarité à mon égard, mais c'est aussi l'importance aujourd'hui des besoins de liberté. Et je crois que nous sortons de 2 ans de crise, Covid, qui nous ont montré aussi cet attachement aussi, et aussi au point de défendre aussi les aspects. Aujourd'hui, on voit en plus qu'on peut se battre, on doit se battre pour cela aussi ailleurs. Le modèle économique que je défends, c'est l'économie sociale, le marché. Ça me paraît aussi important de le dire. L'humain est au centre de nos préoccupations.
Ce n'est pas l'économie qui définit les besoins de l'humain, nous devons cadrer l'économie pour qu'elle réponde aux besoins de l'humain, ou à ses besoins de développement. L'autre terme que vous avez mentionné, à tendance conservatrice. Moi, ça m'interpelle toujours parce qu'il s'agit de définir le mot conservateur. Si c'est en référence à ces valeurs qui, elles, n'ont pas changé, puis je viendrai sur le changement de nom, ces valeurs étaient déjà les mêmes avec l'ancien nom, je n'ai pas de problème qu'on dise conservatrice, parce que je pense que ces valeurs, à mon avis, sont en partie immuables. Voilà. Si en revanche, c'est une sorte de référence à une défense d'un statu quo, voire d'un passé, là je refuse le terme, parce que ça n'est pas ça du tout. Au contraire, il y a un parti qui défend ces tendances-là, et ça n'est pas du tout aussi le nôtre. Je crois que ces valeurs sont d'abord très modernes, mais surtout ces valeurs aussi, les besoins des individus aussi évoluent, les problèmes, les défis qui se posent à nous aussi évoluent, et il s'agit de savoir aussi y répondre. Donc de ce point de vue-là, si conservateur voudrait dire passéiste, je dis non, pas du tout. Si conservateur veut dire l'attachement à ces valeurs fondamentales, je dis oui. Maintenant, ces valeurs fondamentales, nous avons changé le nom et nous avons enlevé effectivement le mot chrétien. Moi, j'ai soutenu le changement de nom, alors même, je le dis comme ça, moi je suis catholique, croyante, pratiquante encore, mais, et ça me paraît important de dire cela, cette fois, ça n'est pas un étendard en matière politique. La foi, elle est pour moi une ligne directrice aussi personnelle qui nourrit aussi mes valeurs, et aucun parti ne doit être le défenseur d'une religion en politique. Donc de ce point de vue-là, puisque nous étions compris comme cela, il était important de changer de nom, je trouve, parce que ça ne peut pas être le rôle d'un parti politique. Après cela, ce qui est important, c'est que les valeurs restent et puis le nom change. Mais en fait, le nom nous a permis tout de même aussi, probablement de mieux expliquer comment nous concevions l'importance de la démocratie chrétienne. D'ailleurs, c'est toujours intéressant aussi de voir que dans les pays étrangers qui se réfèrent aux mêmes valeurs, le nom de chrétien arrive quasiment jamais. C'est souvent Volkspartei, donc aussi d'un parti populaire, d'un parti qui conscient aussi de son histoire, mais conscient aussi de ses fondements, notamment au lendemain de la dernière guerre. Voilà, donc comment je conçois mon parti et notre engagement et surtout notre devoir. Et c'est donc sur ces mots que se termine la première partie de l'épisode 1 de Politicus. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cela vous a intéressé et je suis sincèrement désolé pour le petit bruit d'arrière-fond que vous entendez de temps en temps. Il s'agit de la machine à laver d'Isabelle Chassot. Je vous attends avec joie et bonne humeur pour la partie 2 qui arrivera très bientôt.